Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons nous attaquer maintenant au problème des bases privilégiées. On a vu que pour décomposer l'état qui correspond à l'interaction entre le système et l'appareil, il existe plusieurs bases possibles et que donc il semblerait qu'il y ait une base privilégiée qui semble correspondre à la mesure qui est effectuée. Pour tout ensemble d'états Sn qui décrivent les états du système, on peut trouver des états An de l'appareil qui correspondent et qui permet ainsi la décomposition, ce qui est évidemment un problème. Toutefois, on constate souvent que pour des états Sn donnés, les états An ne constituent pas une base. Ils ne sont pas orthogonaux et donc il semble que ça soit un problème. Idem, si on prend des états pointeurs donnés, on n'obtient pas nécessairement des états systèmes qui forment une base. Et donc, quand les Sn ne forment pas une base, l'observable correspondant n'est même pas hermétique, et donc ne correspond pas à un observable physique. Il existe un théorème, phi n, qui montre que l'état psi égale à somme n, Cn, An, Sn, qui donne la décomposition de l'état dans l'interaction entre l'appareil et les états du système, l'état intriqué, et ce théorème, appelé théorème de décomposition bi-orthogonale, c'est son nom, on en reparlera dans les théories modales. Ce théorème montre que cette décomposition est unique si les états An et Sn forment des bases d'états orthogonaux, tous les deux, d'où le nom bi-orthogonal. Et donc il n'y a qu'une seule solution correspondant à des états de base, ce qui semble offrir une solution à ce problème. Un seul ensemble d'états qui collent. Toutefois, tout n'est pas si simple. D'abord, ça nous donne une et une seule solution, imposée par ce théorème, mais les états de l'appareil, ils ne peuvent pas être quelconques. C'est pas au théorème où on nous dit quels sont les états de l'appareil. Les états de l'appareil, ce sont les états pointeurs. Par exemple, la position d'une aiguille sur un cadran, sur le cadran de l'appareil, ces états sont imposés. Par conséquent, il semble absurde de dire que c'est ce théorème qui va nous donner la base des états de l'appareil. De plus, même à supposer que les états ainsi sélectionnés sont bien les états pointeurs, position de l'aiguille sur le cadran. Même ainsi, il nous donne alors une base unique pour les états du système, avec un observable, mais un seul. Les états pointeurs peuvent être identiques pour différents appareils de mesure, pour mesurer différents observables. Mais cette sélection nous dirait non, il n'y a qu'un seul observable qu'on peut voir. Par exemple, supposons que la Sn soit la base position. On pourrait alors mesurer la position des particules, mais pas leur énergie, pas leur impulsion, pas leur spin, etc. Ce qui paraît totalement absurde. Il semble donc que ce théorème ne soit pas ce qui convient pour sélectionner les bases d'état. En fait, curieusement, c'est peu ou pas évoqué dans la littérature ce problème. J'ai lu pas mal d'articles qui parlent de la décomposition bi-orthogonale et de son usage pour résoudre des problèmes de fondation, mais ce problème est rarement évoqué. Les états Sn et An ne sont pas à déterminer, ils sont imposés.
Ça me donne l'impression, ça c'est une impression personnelle, que ceux qui ont utilisé ça, le théorème de décomposition biorthogonale, avaient un peu le nez dans le guidon. Ils voient des bases, des espaces de Hilbert, ils cherchent des interprétations, ils ont un théorème, et ils sont dedans. Et ils ne se rendent pas compte de l'aspect pratique. À savoir que, en pratique, on a un système avec un observable qu'on veut mesurer, et un appareil de mesure pour lequel on a des états pointeurs définis, déterminés. Et donc la question n'est pas de trouver ces bases d'états, on les a. Un troisième point, c'est que les états pointeurs ne doivent pas nécessairement former une base. D'abord, l'espace de Hilbert qui décrit l'appareil de mesure, il est énorme. C'est un appareil macroscopique. Si on prend en compte toutes les particules microscopiques qui le composent, et leurs relations, ça donne une structure complexe avec des milliards de particules. Et donc un espace de Hilbert absolument colossal, avec des bases formées de milliards d'états de base, alors que les états pointeurs ne sont qu'une toute petite partie. Par exemple, une vingtaine de positions sur un écran gradué. Donc là aussi, le théorème bi-orthogonal ne semble pas adapté pour sélectionner nos états pointeurs. En tout cas, pas de manière aussi simple. Un quatrième point, qui est souvent celui qui est évoqué dans la littérature, c'est que il y a des conditions d'application du théorème bi-orthogonal. Cette solution est unique à certaines conditions. En particulier, tous les coefficients Cn doivent être différents. S'ils ne sont pas différents, alors la décomposition n'est pas unique. Et on retourne sur notre problème d'interprétation des bases, à savoir qu'il y a plusieurs bases possibles. Comment se fait-il que la mesure sélectionne une base? On illustre bien ce problème avec un exemple très simple, très simple. C'est le cas de deux particules dont le spin est intriqué. Donc une particule 1 et une particule 2. Supposons qu'on mesure le spin dans la direction Z, verticale, et on écrit l'état intriqué de nos deux particules. Psi est égal à 1 sur racine de 2, mais ça c'est pour la normalisation, c'est pas capital, fois Z plus 1, donc la première particule spin Z vers le haut, Z moins 2, l'autre particule spin vers le bas, ici j'ai choisi l'état intriqué maximal avec les spins opposés, plus Z moins 1, Z plus 2, qui forment donc un état intriqué. Mais on peut toujours choisir une autre base. Je peux choisir une base correspondant à la mesure du spin selon l'axe X horizontal, sigma X. Dans ce cas-là, le même état s'écrit 1 racine de 2, X plus 1, X moins 2, plus X moins 1, X plus 2. C'est le même état, mais décomposé sur la base de spin horizontale ou verticale. Supposons que 2, la particule 2, soit le dispositif de mesure. Ça peut être une particule qui interagit avec la particule 1 qui est à mesurer, la particule 2 étant le début d'une chaîne de mesure qui va amplifier l'information jusqu'à l'afficher sur un cadran, par exemple. Donc, la particule 2 interagit avec le 1 de façon à refléter son spin. Sauf que, comme on le voit, après interaction, elle est intriquée tant pour le spin vertical que pour le spin horizontal. Donc, en fait, c'est comme si la particule 2 mesurait, entre guillemets, à la fois le spin vertical et le spin horizontal. Alors que les deux observables correspondants ne sont même pas compatibles. Ils ne commutent pas. Sigma X, sigma Z, le commutateur,
est différent de 0. On ne peut pas mesurer simultanément les deux valeurs en même temps. Et pourtant, ici, il semble que ce dispositif mesure les deux en même temps. Bien entendu, nous avons des états intriqués, des états superposés. Après mesure, on a une réduction dans un état déterminé, Z ou X. Par exemple, 2 se retrouve dans l'état Z+. Et dans ce cas-là, une base est sélectionnée, et donc une mesure dans une direction Z, par exemple. Reste la question de savoir pourquoi ça se réduirait dans cette direction-là plutôt que celle-là. Comment le dispositif peut-il imposer une base privilégiée, alors que ces deux états sont identiques, c'est le même état. C'est même pire que ça, parce que c'est vrai pour toute direction, pas seulement Z et X, pour la direction Y ou une direction diagonale, n'importe quelle direction, une infinité de directions, on peut les décomposer exactement comme ça. X' un angle légèrement incliné, X' plus 1, X' moins 2, etc. Exactement les mêmes décompositions pour toutes les directions. Donc la particule 2 est intriquée à la particule 1 pour le split sur toute direction. Donc en fait, elle ne mesure rien. En mesurant tout, elle ne mesure rien. Il existe même un théorème qui montre ça. Dans une interaction avec formation de la intrication, on a ce problème. C'est un théorème qui a été écrit par Zurek, repris ensuite par Oleta, et qui montre que l'appareil ne peut pas mesurer l'état du système à moins de... ou du moins il ne peut pas mesurer un observable bien déterminé, par exemple sigma z, ce qui est contraire à l'intuition. Ce qui est contraire à l'habitude, à la conception des appareils de mesure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'intérieur d'un appareil de mesure. On le conçoit avec toutes sortes de dispositifs pour mesurer un observable bien déterminé. Par exemple, on va fabriquer un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant en utilisant les propriétés physiques, et on va mesurer un observable, l'intensité, bien précis. L'appareil est conçu pour ça. Donc un tel résultat semble totalement contradictoire avec la simple pratique conception des appareils de mesure. Donc, on se retrouve avec le problème de la mesure, qui est, on a d'un côté le monde quantique, pour représenter par exemple une particule dont on veut mesurer certaines propriétés physiques, le monde classique, l'appareil de mesure, nous, et à travers la mesure, une transition alors du quantique au classique. On a un comportement quantique d'un côté et un comportement classique de l'autre. Avec, dans le quantique, des états superposés, alors que dans le classique, on a toujours des résultats définis, bien définis, et non pas superposés. Le livre là ou là, mais pas les deux à la fois. De plus, ces états sont robustes. C'est-à-dire qu'ils évoluent lentement dans le temps, tant qu'on n'interagit pas violemment avec eux. Le livre est là, il reste là. Il ne se retrouve pas brutalement là-bas, comme par magie. Il ne fait pas de saut quantique. Ce n'est que si j'ai interagi avec lui que je vais pouvoir le déplacer au cours du temps pour le mettre à un autre endroit. Les modifications des variables sont lentes et obéissent aux lois de la physique classique. Les états de base sont extrêmement nombreux. Énormément d'états de base. Alors que les états de base classiques, les états pointeurs, sont peu nombreux. Il y a une sélection des états, une espèce de sous-espace de Hilbert avec une base bien précise, la base privilégiée.
Et c'est justement la grosse différence. Les bases d'ordonnées, les bases d'état sont toutes équivalentes d'un point de vue mathématique. On a un espace de Hilbert et toutes les bases sont strictement équivalentes. On peut toujours écrire un état comme une décomposition dans une des bases, quelle qu'elle soit. Il y en a une infinité. Alors qu'il existe dans la physique classique des bases privilégiées, comme la base position pour mon livre. C'est dans cette base, la position, que le livre a une position bien précise, bien définie, et qui est robuste, et qui évolue que lentement au cours du temps. On a souvent affirmé dans la littérature que la décohérence offre une solution à ça, à ce problème de la mesure. D'ailleurs, on le voit dans le titre des articles. J'en connais un nombre impressionnant d'exemples. Je vais en donner qu'un. Un article écrit en 1985 par Joos et par le docteur Zé, et qui dit, dont le titre est « L'émergence des propriétés classiques à travers l'interaction avec l'environnement », c'est-à-dire la décohérence. Donc, énormément d'articles affirment que la décohérence résout ça. Et nous, c'est ce qu'on va voir. On va voir si, effectivement, elle résout certains des problèmes, ou tous, ou aucun. On verra. Beaucoup de progrès a été fait. C'est évident que ça, ce n'est pas de moi. Je me suis essentiellement basé sur un article écrit par le physicien Maximilian Schlossauer, qui a analysé ça de manière critique en se basant lui-même sur une énorme littérature sur le sujet. Beaucoup de progrès ont été faits. Donc dans la prochaine vidéo, nous commencerons la décohérence proprement dite. On a assez louvoyé autour, on va commencer. On va attaquer ce qu'on appelle le programme de décohérence, décrire en quoi ça consiste, quelles sont ses étapes, et nous parlerons d'un point délicat qui est la résolution en sous-système. Je vous remercie.